échange et on va continuer. On va accueillir Madame Anne Duviard de l'Institut national du cancer. On a eu l'occasion la semaine dernière de travailler sur le parcours après cancer ensemble, ça a été un grand plaisir, avec Dr Crétel également pour l'ARS PACA. Et maintenant, on va vous entendre sur la place de la collaboration ville-hôpital dans la stratégie décennale. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aude. J'en profite pour me joindre aux remerciements précédents, mais merci beaucoup au DSRC d'avoir invité l'INCa à participer au forum d'aujourd'hui. Ça m'offre l'occasion, un temps d'écoute pour du coup pouvoir entendre les actions et puis les partages d'expériences donc de ce qui se fait dans les territoires et qui bien évidemment viennent nourrir aussi nos réflexions au sein de l'Institut. Et puis, à titre plus personnel, ayant rejoint l'Institut il n'y a pas si longtemps, c'est précieux pour moi aussi de pouvoir participer à ce type d'échange. Donc, comme vous le savez, la stratégie décennale de lutte contre les cancers, elle porte un élan et une ambition renouvelés pour lutter contre les cancers avec, du coup, 4 axes prioritaires. Qui ont déjà été mentionnés par M. Carmelo. Donc, on a la prévention, l'amélioration de la qualité de vie, notamment via la prévention et la gestion des séquelles, la lutte contre les cancers de mauvais pronostic, et puis également un 4e axe qui consiste à s'assurer que les progrès puissent bénéficier à tous. Donc l'idée là, c'est de prendre un temps pour partager plutôt sur les 3 axes qui embarquent la dimension du soin qui est gérée par le département dont je m'occupe au sein de l'Institut. Donc on va plutôt s'attarder sur les axes qui sont en bleu ici. Et dans chacun de ces 3 axes, on a évidemment les équilibres entre expertise et proximité qui sont questionnés. Et puis ces questionnements et les travaux qui en découlent avec l'ensemble de nos partenaires embarque bien évidemment la question de la coordination des soins, de la gradation des soins et puis bien entendu de la qualité des soins. Donc la coordination ville-hôpital, c'est un sujet qui, comme vous l'avez compris, est travaillé vraiment de manière transversale au sein de la stratégie décennale et du coup au sein de notre département au service de cette stratégie. À différentes étapes du parcours de soins, on va le voir, on va le redire, même si ça a déjà été abordé précédemment. Et en amont comme en aval. Et du coup, ça constitue bien évidemment, dans le cadre de nos travaux, un axe majeur de l'organisation des parcours. Donc ici, l'idée, c'est de prendre un temps pour repartager avec vous certaines mesures de la stratégie décennale et certaines actions phares sur lesquelles on travaille au niveau organisation et parcours de soins qui embarquent cet axe coordination ville-hôpital. Donc on va revenir sur ces mesures et puis l'idée c'est de vous partager, donc vous verrez ce sont les éléments qui figurent en bleu au cours du support, des éléments en fait de déclinaison opérationnelle, donc certaines actions qu'on a commencé à déployer qui du coup embarquent bien évidemment cette dynamique de coordination et de coopération, donc des actions qui sont déjà identifiées, qui sont en cours de déploiement ou qui sont prévues pour 2024. Donc tout d'abord, la première mesure sur laquelle il nous semblait important de revenir, c'est celle qui consiste à garantir des parcours fluides en proximité et en recours. Donc derrière ça, un objectif bien évidemment de pouvoir optimiser la coordination entre les acteurs pour fluidifier les parcours et puis pour pouvoir réduire, et en particulier dans le cadre de la lutte contre les cancers de mauvais pronostic, les délais diagnostiques et puis les délais de mise en traitement, les délais thérapeutiques pour tous les patients. Donc derrière ça, on recherche évidemment une logique d'articulation entre les équipes hospitalières et puis les équipes de ville. Cette logique d'articulation, elle est à travailler dès le début du parcours et puis bien évidemment dans la phase de suivi. Et puis on y reviendra, mais elle se poursuit aussi, bien entendu, après le traitement, comme ça a pu déjà être évoqué. Donc derrière ça, bien entendu, le rôle des infirmières de coordination dont on a déjà fortement parlé, donc est intégré dans ces réflexions. Et puis on est vraiment dans une logique d'association la plus étroite possible
donc du médecin traitant du patient et aussi des autres professionnels de santé de ville au suivi. Donc le médecin traitant doit être un interlocuteur privilégié en fait, du parcours du patient à différentes étapes. Donc c'est lié à ce qui a été partagé, à savoir effectivement la prise en charge du patient qui se fait de plus en plus en proche de son lieu de vie avec le développement de l'ambulatoire. Donc le médecin traitant qui doit être un interlocuteur privilégié dans le cadre du retour à domicile, entre les séquences de traitement, et puis bien évidemment aussi après l'arrêt des traitements, et puis dans le cadre de l'accompagnement à la fin de vie. Donc l'organisation et la coordination entre les acteurs de la vie l'hôpital, elle est donc vraiment cruciale. Derrière ça, comme ça a été évoqué, me semble-t-il précédemment, on a en ce moment en cours au sein de l'INCa un certain nombre d'expérimentations qui visent à suivre différents sites sur des projets d'optimisation des parcours de soins dans les cancers de mauvais pronostic par une meilleure coordination entre les acteurs et en particulier les acteurs de la ville et de l'hôpital. Donc ces expérimentations, elles sont en cours et comme il a été évoqué précédemment par Madame Pietrisani, derrière l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de bonnes pratiques, de bons outils, de bons processus qu'on pourrait avoir ensuite vocation à repartager de manière plus large à une échelle nationale. Donc, en complément de ces travaux qui partent du coup plutôt d'initiatives locales, on a aussi une démarche de structuration de réseaux d'excellence clinique dans la prise en charge des cancers de mauvais pronostic. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de centres experts, avec à leur tête un centre pilote, pour pouvoir structurer une prise en charge graduée dans ce type de cancer, donc par grand appareil. Donc, par grand appareil, j'entends digestif, thoracique, neuro, digestif, hémato. Et donc derrière, pourquoi s'appuyer sur centres experts? Aujourd'hui, ils sont moteurs de l'évolution des pratiques. Et donc, du coup, derrière, l'idée, c'est qu'ils puissent s'organiser pour évidemment orienter les stratégies thérapeutiques autour du patient et puis veiller à des délais d'accès aux soins qui soient satisfaisants et aussi au retour du patient dans son territoire de vie pour des soins de proximité si ça est possible et bien évidemment sans perte de chance. Donc du coup, dans cette logique de réseau, on attend aussi des centres experts un véritable lien avec les territoires de soins de proximité et avec l'ensemble des acteurs de soins primaires et secondaires. Donc on a 2 premiers réseaux qui ont été labellisés début de cette année. Donc un réseau en gynéco-mammaire et puis un autre réseau en neurologie. Je me permets de poursuivre avec une autre mesure d'importance et je pense que le sujet de la coordination pharmaceutique va être abordé cet après-midi. Mais on a donc une autre mesure qui consiste à aider les équipes hospitalières à établir la meilleure stratégie thérapeutique. Et derrière ça, une action qui vise à garantir la conciliation médicamenteuse à toutes les étapes du parcours. Donc derrière ça, il y a vraiment un enjeu sur l'ensemble des étapes du parcours patient de cette conciliation médicamenteuse en lien avec la ville, que ça soit lors de l'initiation du traitement, mais également tout au long du suivi, et puis bien évidemment lorsqu'il y a dispensation de médicaments en ville, également à cette étape du parcours. Donc l'objectif derrière celui-ci, on s'est attaqué à ce sujet tout d'abord sous l'angle de la conciliation médicamenteuse en hôpital de jour pour les patients sous traitement injectable. On est dans un objectif d'amélioration et de renforcement de la sécurisation de la prise en soins médicamenteuse de ces patients, puisque du coup, on a des patients qui ont un parcours de soins partagé qui alterne du coup très fréquemment entre la venue du patient à l'hôpital pour une courte période et puis ensuite son retour en ville où il va bien évidemment passer la majorité de son temps. Ce sont des patients qui sont à risque dans le sens où ils peuvent souvent avoir recours à des traitements d'automédication en ville et puis qui tout au long de leur parcours peuvent être susceptibles d'avoir des traitements qui vont être ou suspendus ou adaptés ou arrêtés en fonction des besoins. Donc derrière ça, la coordination de qualité et la transmission d'informations entre l'hôpital et la ville, elle est primordiale
dans ce type de parcours. Et donc c'est pourquoi on a initié des travaux qui visent en fait à structurer un référentiel organisationnel sur la conciliation médicamenteuse et le bilan de médication pour ces patients. L'idée, c'est vraiment de pouvoir structurer un référentiel qui vise en fait à systématiser cette démarche de conciliation médicamenteuse en favorisant en fait à chaque fois tout au long de la démarche les interactions ville-hôpital. Je passe sur une autre mesure qui s'inscrit dans l'axe qui vise à limiter les séquelles et à améliorer la qualité de vie. On n'en a pas encore forcément trop parlé, me semble-t-il, dans nos premiers échanges, mais on travaille une mesure qui vise à proposer un programme national de pertinence et de désescalade thérapeutique. Donc par désescalade thérapeutique, on a parlé de la lourdeur de certains traitements, notamment un peu plus tôt. Par désescalade, on entend l'ensemble des moyens qui visent en fait à alléger le fardeau de la maladie et des soins, tout en étant à une efficacité thérapeutique équivalente. Donc derrière ça, on a donc une action à travailler qui vise à proposer aux patients, en fait, chaque fois que cela est possible, et bien évidemment en fonction des souhaits du patient et sans limiter les chances et en fonction de la pertinence, mais de pouvoir proposer des soins en ambulatoire ou à domicile. Donc pour ce faire, on a un certain nombre de travaux d'opérationnalisation de cette action qui ont débuté au sein de l'Institut. Donc notamment une campagne d'appel à projet qui s'est déroulée sur 2022 et 2023, qui visait à identifier des modèles pertinents de promotion de la désescalade thérapeutique dans les parcours de soins. Et donc l'objet de cet appel à projet, c'est à la fois de pouvoir déterminer des modèles organisationnels à partir donc d'expérimentations qui ont fait la preuve d'un accès renforcé, pertinent et efficace à la désescalade thérapeutique. Et puis ensuite, dans un second temps, et une fois que du coup le caractère probant de ces actions aura été démontré par les expérimentations, de pouvoir favoriser en fait le déploiement de la désescalade thérapeutique de manière plus large. Donc là, on est dans une ambition pour 2024 de colliger un peu l'ensemble des retours d'expérience sur ces expérimentations, et puis de pouvoir construire une feuille de route des escalades thérapeutiques avec des actions échelonnées dans le temps, avec pour enjeu donc de déployer un modèle de manière large. Donc le sujet de la désescalade thérapeutique, qui fait assez naturellement le lien avec le sujet des séquelles et d'essayer de pouvoir prévenir, dépister et traiter les séquelles qui sont liées à la maladie ou au traitement. L'objectif, c'est celui de prévenir au maximum l'ensemble des séquelles, qu'elles soient physiques, mentales, socio-économiques, qui peuvent être rapportées par les personnes et par les patients, à la fois par la prévention de leur apparition, à la fois par leur dépistage pour une intervention la plus précoce possible, et puis bien évidemment, autant que faire se peut, par leur traitement curatif en vue de leur atténuation. Donc derrière ça, on travaille à une mesure qui vise à structurer l'offre existante de prise en charge des séquelles. L'enjeu étant de pouvoir prendre en charge ces séquelles au plus proche du lieu de vie des patients, avec derrière ça, bien évidemment, un enjeu d'articulation entre les différents spécialistes de ville qui peuvent être amenés à accompagner le patient dans le cadre de la prise en charge des séquelles, et puis également avec l'hôpital. Et là, on est vraiment dans une logique en fait de suivi long terme sur ces séquelles qui peuvent apparaître de manière assez rapide après le début des traitements, mais qui peuvent aussi apparaître beaucoup plus tard en fonction de la lourdeur des traitements, en fonction de l'âge des patients, etc. Donc ici, on est dans une logique, dans un premier temps,
de travailler à un état des lieux qui porte sur les interventions et le repérage précoce des séquelles. Donc l'idée, c'est de pouvoir caractériser l'ensemble des dispositifs existants. Et puis ensuite, une fois ce travail terminé, de pouvoir établir une feuille de route avec un certain nombre d'actions qui visent à structurer l'offre existante en matière de prise en charge des séquelles. Donc derrière, il y a certainement des travaux qui seront à enclencher avec les sociétés savantes pour proposer une offre cible en précisant en fait le rôle respectif des différents acteurs, donc structure de soins de ville et puis hospitalière le cas échéant. Et là, on sera aussi très certainement dans une logique de gradation des soins pour la prise en charge des séquelles. Donc moins de séquelles pour les personnes, ça passe aussi par une offre de soins de support qui soit adaptée à leurs besoins et qui puisse être régulièrement réévaluée pour assurer la meilleure qualité de vie possible de manière immédiate, mais aussi sur le beaucoup plus long terme. Et donc dans cette logique-là, on a différentes actions qui sont devant nous. Donc certaines sont déjà menées et d'autres restent encore à travailler. Donc l'élaboration d'un référentiel organisationnel des soins de support, donc qui figure à la stratégie décennale qui est déjà disponible. L'ambition étant de pouvoir améliorer la coordination entre les acteurs qui sont assez nombreux des soins de support au sein des établissements et entre les différents établissements, bien évidemment aussi en lien avec la ville et le domicile. Donc ce référentiel des soins de support qui pour l'instant est destiné aux patients adultes mais qu'on ambitionne bien évidemment de travailler pour les populations plus jeunes dans un second temps à venir, il vise à proposer une organisation cible pour homogénéiser les pratiques afin d'offrir la même qualité en soins de support pour tous les patients sur l'ensemble du territoire. Et comme vous le savez, en fait, dans le cadre de la réforme des autorisations, la prise en charge des soins de support, elle a été mise en avant en fait dans les différents dispositifs réglementaires. Et du coup, on rentre aujourd'hui aussi dans une logique où les établissements doivent soit disposer, soit contractualiser avec des offreurs de soins de support de qualité pour pouvoir orienter les patients au mieux en fonction de leurs besoins. Et derrière, et donc du coup, en appui de ces dispositions réglementaires, l'Institut a inscrit donc, dans le cadre de la stratégie le travail sur un cahier des charges national pour garantir la qualité de l'offre de soins de support. Donc derrière ça, l'idée c'est de pouvoir venir compléter en fait le référentiel soins de support qui existe en pouvant définir un certain nombre de critères de qualité à prendre en compte dans le cadre du référencement d'un professionnel en soins de support par les DSRC, et puis aussi de pouvoir définir les modalités d'évaluation et d'auto-évaluation des professionnels en soins de support et des structures de soins de support. Et puis enfin, un dernier point, donc toujours dans cette même dynamique de qualité des soins de support, la volonté d'encourager une offre de soins de support en proximité, donc encore une fois au plus proche du lieu de vie du patient, en impliquant au maximum les structures territoriales de proximité pour laisser aux patients la possibilité de ne pas avoir à revenir en fait au sein de l'établissement de santé pour bénéficier de ces soins de support. Donc derrière ça, on a, comme vous le connaissez, le parcours de soins global après le traitement d'un cancer qui a été déployé dans l'ensemble des régions et qui, pour partie, du coup, a pour objectif de pouvoir justement structurer une offre de soins de support le plus en proximité possible du patient. Donc on a ensuite une mesure qui vise à mettre en place un suivi personnalisé et gradué entre la ville et l'hôpital. Derrière ça, plusieurs actions dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, la mise en place d'un dispositif de fin de traitement qui se veut un miroir du dispositif d'annonce qui, pour le coup, lui, est en aval des traitements. Et puis la volonté de pouvoir améliorer l'information des personnes, notamment par la remise du programme personnalisé de l'après-cancer.
Donc, on travaille actuellement autour de ces enjeux-là à la structuration d'un référentiel autour du dispositif de fin de traitement qui a pour objectif notamment de pouvoir structurer l'articulation nécessaire entre les professionnels hospitaliers et les professionnels de ville à cette étape post-traitement, et qui pour l'instant ne bénéficie pas de cadre national. Donc aujourd'hui, en fait, il y a peu, voire pas de formalisation sur l'organisation de ce dispositif de fin de traitement. Donc on est plutôt dans une dynamique où chaque établissement s'organise de façon autonome et du coup de manière assez hétérogène sur l'ensemble des territoires. Et puis aussi la notion de fin de traitement, elle n'est pas forcément évidente, elle est souvent comprise comme un synonyme plutôt de traitement palliatif et donc un peu lié à la fin de vie. Et donc là, on est vraiment dans une logique plutôt d'après-cancer. Et puis aussi avec un outil sur le plan personnalisé d'après-cancer qui n'est pas forcément complètement bien connu et pris en main par les professionnels, même si son nom est évocateur. Et donc derrière ça, l'idée, c'est de pouvoir structurer en fait ce temps et les outils qui sont disponibles, et structurer la communication entre l'équipe hospitalière et les professionnels de ville dans ce cadre du dispositif de fin de traitement. L'idée étant que le plan personnalisé de l'après-cancer puisse être le relais du plan personnalisé de soins, mais ce plan personnalisé de l'après-cancer, il implique bien évidemment de manière beaucoup plus forte les professionnels de ville et en particulier le médecin traitant. Et l'idée étant de pouvoir mettre en place dans ce cadre une surveillance conjointe entre donc le médecin traitant en ville et puis la structure hospitalière de manière alternée. Donc ces travaux-là sur le dispositif de fin de traitement, bien évidemment, ils seront à articuler avec le parcours de soins de l'après-cancer dont on a parlé précédemment. Et puis également donc, la volonté d'assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé de ville, hospitaliers, sociaux et médico-sociaux. Donc c'est très important, ça a été mentionné précédemment. Derrière ça, on souhaitait mentionner les travaux qui sont en cours, et je crois qu'il y a des ateliers avec les UCOC qui sont prévus cet après-midi, du référentiel organisationnel des UCOC qui est donc en cours de finalisation actuellement, et qui bien évidemment met l'accent sur la coordination de territoire et le lien avec les différents acteurs territoriaux pour pouvoir renforcer la coordination ville-hôpital au sein des territoires, avec bien évidemment du lien de l'UCOG avec les DAC et les CPTS notamment. Donc on a parlé un peu des aidants précédemment. Donc on a une mesure phare au sein de la stratégie décennale qui vise à soutenir les aidants pour préserver leur santé et leur qualité de vie. Donc les aidants, ce sont des acteurs clés du parcours, d'autant plus clés que maintenant la majorité du parcours peut s'effectuer en ville. Donc ce sont vraiment des acteurs qui font le lien entre la ville et l'hôpital. Et donc il est extrêmement important de pouvoir comprendre plus précisément quels sont leurs besoins et quelle peut être la meilleure manière de les accompagner et de les soutenir dans leur rôle d'aidant, sachant que pour 2/3 d'entre eux, ils ne se considèrent pas comme tels. Donc derrière ça, les actions qu'on souhaite travailler à horizon 2024, c'est de pouvoir structurer un baromètre des aidants, donc un baromètre qui vise à mettre en lumière les besoins des aidants et puis de pouvoir mettre en regard de ces besoins l'ensemble des dispositifs qui peuvent déjà exister sur les différents territoires. Et puis sur base de ces constats, de pouvoir structurer un observatoire des aidants qui se veut en fait un cénacle de discussion et d'échange autour de ce baromètre pour pouvoir derrière structurer en fait une feuille de route et des actions prioritaires à destination de ces aidants. Donc un dernier point dont je souhaitais vous parler également,
Donc une mesure qui consiste à se mobiliser pour faire reculer les cancers de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Donc derrière ça, une action sur laquelle donc on a commencé à travailler, qui est celle de la mise en place d'un dispositif de suivi à long terme des personnes ayant eu un cancer, enfants, adolescents ou jeunes adultes, donc suivi à long terme de ces patients à l'âge adulte. Donc juste un rappel, donc, en termes de temporalité sur le suivi long terme, on est vraiment à la fin du suivi post-thérapeutique, donc on est sur une logique de suivi beaucoup plus longue avec du suivi à 5 ans, à 10 ans et au-delà. Et le médecin traitant est bien évidemment impliqué dans ce suivi long terme. Il peut être aussi appuyé par des équipes qui sont spécialisées dans le suivi long terme en cas de complexité. Donc là encore, on est dans une logique de travail, dans une dynamique de gradation des soins, avec en fonction de la complexité du suivi, une implication donc plus importante du médecin traitant si celle-ci est suffisante, et puis la possibilité de rebasculer vers des équipes plus expertes en cas de besoin. Donc derrière cette logique de suivi long terme, il y a bien évidemment des besoins qui sont très spécifiques de cette population, donc qui touchent à la vie sociale et affective, à l'insertion professionnelle, aux études, à la santé sexuelle, à la fertilité. Donc c'est des points qui pour partie ont pu être abordés aussi tout à l'heure. Donc il y a un vrai besoin d'information, d'éducation des patients et aussi d'un suivi multidimensionnel pour prévenir, limiter et puis traiter les séquelles sur le très long terme. Donc aujourd'hui, ce suivi à long terme, il reste assez inhomogène en France. En fait, on est soit sur un modèle qui est plutôt très hospitalo-centré, qui évidemment est de grande qualité, mais qui de fait ne peut pas forcément bénéficier à l'ensemble des patients, et soit sur un modèle qui est plutôt centré sur de la prise en charge et du suivi en soins de premier recours, mais qui n'apporte pas forcément toujours la garantie d'un besoin complètement adapté en fonction de la nécessité et des besoins de chaque patient. Donc l'idée, et l'enjeu, c'est de pouvoir mixer en fait un peu les deux modèles en fonction du niveau de risque de séquelles, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc en impliquant plus ou moins le médecin traitant. Donc, en synthèse, on a du coup des travaux au sein de la stratégie décennale sous l'angle parcours de soins qui visent à favoriser, à structurer la coordination entre la ville, le lieu de vie et puis l'hôpital à différents temps du parcours, que ça soit vraiment très en amont dans une logique de réduction des délais de diagnostic et d'accès aux soins, mais aussi du coup au long du parcours du suivi et puis dans toute la phase de l'après-cancer. Avec, bien entendu, donc, certains aspects qui sont travaillés pour des populations plus spécifiques, donc que ce soit les personnes âgées ou les enfants AJA. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup. Allô, allô. Merci. Allô, oui. Merci. On va passer directement, je pense, aux questions dans la salle, si vous en avez. Merci pour ce tableau très intéressant de tout ce qu'il reste à faire. Je voudrais quand même souligner deux choses. C'est le problème de financement des soins de support, parce que tout le monde en parle, mais comment on les prend en charge, par qui? Et puis le deuxième point qui me paraît quand même intéressant, c'est l'ETP, on n'en a pas parlé. Et l'ETP dans le cadre des médicaments, enfin de tous les traitements qui sont maintenant oraux, je pense qu'il faudrait beaucoup plus impliquer les CPTS dans l'organisation des ETP pour qu'effectivement il y ait une vraie synergie ville-hôpital autour de ce thème. Merci. Si ça fonctionne, oui, c'est bon. Merci pour vos questions. Donc, sur le sujet des soins de support et de leur financement, effectivement, c'est assez hétérogène aujourd'hui. Donc, on a une partie des financements des soins de support qui peut être effectuée directement par l'assurance maladie si ces soins sont délivrés par des professionnels médicaux. On
On a donc au sein des hôpitaux certains soins de support qui peuvent être pris en charge via l'AMIG AQTC. Et puis en ville, c'est un petit peu plus compliqué. Donc en ville, en tout cas quand ça ne rentre pas dans la case assurance maladie précédemment citée, là on peut avoir pour partie donc justement le forfait post-cancer qui peut prendre le relais. Donc je l'évoquais tout à l'heure sous le nom du parcours de soins global après traitement d'un cancer. On est là sur un forfait d'un peu moins de 200 € qui permet aux patients, après le traitement actif des cancers, de bénéficier de bilans sur les aspects nutrition, activité physique adaptée et sur le versant aussi psychologique, qui peuvent déboucher sur un certain nombre de consultations, toujours dans le cadre de ce forfait. Néanmoins, on a bien en tête de manière plus large la problématique de financement, et c'est un sujet qu'on a pour ambition d'interroger en lien avec la DGOS dans le cadre de travaux exploratoires sur l'état des lieux donc du recours à ces soins de support. Et donc derrière ça embarque bien évidemment la thématique du financement et de voir effectivement dans quelle mesure ça débouche sur des réflexions sur l'évolution du modèle actuel. Sur la partie donc ETP que vous mentionniez, bien évidemment, c'est un point extrêmement important. On a donc dans ce cadre lancé dans le cadre d'un gros appel à projet qui s'appelle Agir en santé publique, donc qui est renouvelé au sein de l'Institut chaque année. On avait cette année un axe autour de l'éducation thérapeutique, et donc on espère bien pouvoir donc accompagner et soutenir un certain nombre de projets en ce sens. Merci Anne pour votre présentation. Non, juste un côté pratique de ce que j'ai compris, l'appel à projet des escalades en 2024 ne se reproduira pas, c'est ça? On est sur le rétex. C'est tout à fait ça. On a décidé plutôt d'être dans une phase de retour d'expérience et de prendre le temps de se poser sur les enseignements qu'on peut tirer de ces 2 années précédentes d'appel à projet. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Et on verra par la suite ce qu'on décide ou non en termes de reconduction et comment on choisit d'avancer pour les années qui viennent. Bonjour, le 3C13. Je voulais vous poser une question par rapport au financement. On en est où de l'AMIG AQTC ? Alors, je vais être un petit peu ennuyée pour répondre à cette question parce que la partie financière, elle est plutôt gérée par le ministère et non par l'Institut. Mais il me semble qu'il y a des travaux qui sont en cours sur le sujet, mais j'aurais du mal à répondre à la place de mes collègues de la DGOS sur ce point financier. Je pense qu'on va pouvoir arrêter les échanges pour pouvoir passer à la suite bientôt. Un grand merci à vous, Madame Duviard. C'était très intéressant. Un grand merci également à Monsieur Poggi et Madame Cassan pour votre présence, pour cette modération. Merci beaucoup.